16 juin de chaque année est célébrée la journée de l'enfant africain. Une journée consacrée à trouver des voies et moyens pour que l'enfant africain soit bénéficiaire de ses droits. Bonsoir à tous et bienvenue à cette tribune spéciale enregistrée en l'honneur de la dite journée qui est à sa 30e édition. Ce soir, il est question de la responsabilité des uns et des autres face aux droits des enfants. Comme invité sur ce plateau, nous avons reçu à ma droite M. Raphaël Elune, point focal du REIPER Pointe-Noire. Bonsoir à vous, M. Raphaël. Bonsoir à vous, merci de l'invitation. Suivi de Mme Jessica Mamouni, procureure de la République auprès du tribunal pour enfants. Bonsoir, Mme Jessica. Bonsoir à vous. Et à ma gauche, nous avons M. Aubin Nzondo Kende, directeur départemental des droits humains. Bonsoir, M. Aubin. Bonsoir. Et enfin, nous avons Mme Oko Né Mavungu Koreli, directrice départementale des affaires sociales. Bonsoir, Mme Oko. Ce n'est pas tout. Tout à l'heure, nous allons recevoir un invité spécial, un enfant, une jeune fille qui s'est retrouvée en situation de rue, qui a pris tout son courage de nous partager sa petite histoire. Monsieur Raphaël, la première question est pour vous. Pouvez-vous nous parler d'une manière brève, de façon générale, sur la journée de l'enfant africain qui est célébrée le 16 juin de chaque année? Oui, alors la journée de l'enfant africain, c'est lié à un événement qui s'est passé en 1976, donc le 16 juin. Des étudiants sud-africains sont allés manifester pour réclamer plus de droits, plus d'accès à l'éducation. Et malheureusement, cette manifestation a été réprimée dans la violence, donc il y a eu plusieurs dizaines de morts à ce moment-là. Cet événement est passé un peu sous silence, on était encore sous le régime de l'apartheid à cette époque-là. Et c'est en 1991 que l'Organisation de l'Union africaine a décidé de décréter cette journée comme étant la journée de l'enfant africain. Mais pour rappeler à tout le monde que quand on a des jeunes qui font l'effort d'aller manifester pour réclamer plus de droits, c'est la responsabilité de la société, de nous tous en tant qu'adultes, de les écouter déjà premièrement, et puis ensuite de voir comment on peut répondre à leur réclamation. C'est pour ça que je suis ravi qu'il y ait un enfant aujourd'hui sur le plateau pour qu'on puisse l'écouter tous ensemble et puis voir comment on peut essayer de répondre à ces revendications. Alors on va donc écouter Bénicia qui va nous partager sa petite histoire. Bonjour à tous. Histoire mokele papa munu losa munanganda va négliger munu salaka une semaine nganda bani lala na ba table. Plutôt avant que mani sakuteki ça me la na table. Après une fois après on vous a salamu nous viol. Ça salamu viol. Travers à viol na place peut vandave, monte peut vandave pour ramasser munu, mais à travers la prière vanda na munu, nzambi salaka miracle. Me kuiza, ba me kui ramasser munu, ba banta azi. Amina tu muna azi. Azi après me bak munu ba me se soigner ba me ba na soigner munu na blessure ba lwalisa munu et à travers azi epé me zoepé la vie et me zoepé na mar mu vanda na mar me kuma donc ma c'est comme si changement me kuma na nzuto munu. Alors, ma chérie, tout à l'heure tu venais de nous dire que les parents t'avaient chassé, les parents t'avaient mis dehors et tu t'es retrouvée dans la rue. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que tu te retrouves évidemment dans la rue alors que les parents sont bel et bien vivants? Betani vanda na font paka, tani wana petite mosi vanda okula, petite na pani contact na lekiamu. Maintenant petite vanda muyibi. Na vani labaka. Le temps vani labaka betani basika na quartier ina, interaksoni na uzona munu ke ya bet mase basik kwaku, mais dege monke beto. Maintenant le temps me basik na mani mami sa kukisimuke, muke ndoki. Mpesa kendi dikundu. Mais à travers que nous avons avec mambo na moye ke va paniquer. Ame ku fuyer beto. Ame zo beto. Te kota yitika mambo na chef de quartier. Après papa mon na maman nous me kumna boma. Ame zo ma keke na bombe ke na beto beto mambo dikundu amwane ke jabeto papa na. Fele mezo na papa ke papa na nzambe muke sambidila ka muzave mambo dikundu. Papa me katana. Le gars grand frère à papa que zonzi maka na papa ya na papa amunuke mwana ke va na lupango betufi ni ba ke bingisa mu na nganda mu ke traîner na balbal. Donc c'est ce qui avait fait que tu te retrouves dans la rue. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre membre de la famille pour te prendre en charge? C'est vrai que papa était là, maman, Anke Moyo, maman est vivante ou elle était décédée?
Avant mukwenda na balbala mukwenda te na maman. Me kwenda maman me ko expliquer na maman me manga. Ame zonske mulemba kvenge ve muke na babana mun. Fe me zo maka muke mwana tete na elangi. Yele save mu maki ni ve. Un jour le tom go kula muke bana mboni mutre edengi. Me bi ku buisi mu na balbala. Ame njimga na kubak bilela mu me manga na kubak mun mus. Ni nage sala pour que m'baski nangana. Alors, permets-moi, Jessica, de te poser cette question. Tu avais quel âge à ce moment-là? Quand tout cela se passait, quand ça se faisait, tu avais quel âge? J'avais 11 ans. 11 ans. 12 ans, 13 ans, je fais ça dehors. Donc, je fais 12 ans à 13 ans en Ganda. Dès niveau comme na inda yayi, travers Ganda depuis que je me sens marqué. Bon, tout à l'heure aussi, dans ton histoire, on a cru entendre que tu avais été violée. Exact, c'est exactement cela. Tu avais été violée par qui? Par combien de garçons? Et comment ça se passait? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Babani na yi pisamu dikundu ina betalana na bawu na l'école à 8 ya paka betalana ba na l'école na mezo na ba ke bena kwenda na kote ba mezo na muchi beta kwenda na l'école kote ba baka bitule mezo akwa be baka beno bena tepe munu puke munu pe muzaba ba mezo se ba betu kwendeni travers ku kwenda beta kumna mili aku pour à l'école bagarre 4 5 vandaka qui garé bet na milieu. On pensait que peut-être vandaka ba camarade à petit na peut-être ba bantu na nzaba mais to kan nzaba veba. Après à travers un qui marque que bikamu. Le to bikamu que zonza la ba ah be aider pangi muza mu ba bantu. Tena baba ki zonza ki muna leki amunu mule aider vengeve e mule bikani ve awave. À travers le to ba kwenda après na manima ba sa violer mu. Les 5 ou les 4 ou 4? Tous les 4, tous les 5 luttants. Tous les 5. Alors, rapidement, Bénicia, tu as quel niveau? Tu as été à l'école? Tu as été scolarisée? Ah, c'est difficile. J'étais pas à l'école, Kotave, mon na âge, attaqué, mais quand même que débrouiller, que moi, Asie, m'aide aider mon na kuzaba moi alphabet. Sinon, nous avons attaqué c'est vraiment c'est très choquant, mais c'est ça la vie. Monsieur Aubin Nzondo, je rappelle que vous êtes directeur départemental des droits humains. Nous venons tous de suivre l'histoire de Bénicia, une jeune fille qui hier était en milieu parental, mais qui finalement s'est retrouvée dans la rue. À ce moment-là, est-ce que vous pouvez d'abord revenir de manière générale sur les droits de l'enfant et nous dire, dans le contexte de Bénicia, si les droits ont été bel et bien respectés? Pour répondre à votre question, nous allons nous référer à ce que dit l'article 13 de la loi numéro 4 du 14 juin 2010, dite loi Potignon. Ouais. Alors, en cet article, qu'est-ce qui est dit? Que l'enfant a droit à l'enregistrement à sa naissance. L'enfant a droit à un nom, une nationalité. L'enfant a le droit de vivre avec ses parents. L'enfant a le droit de bénéficier de l'obligation d'entretien de ses parents. L'enfant a droit à l'éducation. Sinon que les droits relatifs à l'enfant sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les citer tous ici. Donc nous nous limiterons à ces droits-là. Les principaux en fait. Maintenant, si nous nous référons à l'histoire de Bénicia, alors il s'agit là de son droit de vivre en famille, de son droit de bénéficier de l'obligation d'entretien de ses parents, de son droit à l'éducation et de son droit de ne pas être soumis aux actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà, tel que défini par la Convention contre la torture, notamment en son article 2, qui nous dit qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier un acte de torture. Donc c'est un problème de négligence de la part des parents qui a fait qu'elle arrive à cette situation, mais sinon que en tant qu'humain, c'est déplorable. Alors, Monsieur Raphaël, vous avez aussi à charge les enfants en situation de rue. Voilà, c'est ce qui fait d'abord où se passe au niveau du SAMU social. Nous venons là de suivre le témoignage de Bénicia, qui n'est qu'un enfant parmi tant d'autres. À votre niveau, une petite analyse, est-ce que les droits des enfants sont respectés? Alors rapidement, sur beaucoup d'aspects, non malheureusement. Le cas de Bénicia, malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Nous, au SAMU social, on prend en charge en moyenne plus de 700 enfants par an. Donc imaginez, c'est ceux qu'on rencontre, il y en a d'autres qu'on ne touche pas. Donc
Il y a un gros travail, je pense, vraiment au niveau des parents. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Notre priorité, c'est de faire de la médiation familiale, de l'éducation parentale, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'accompagner la famille pour qu'il n'y ait plus les questions de négligence, de mauvais traitement et de surtout prendre la conscience de la responsabilité que chaque parent a quand il a un enfant. On ne peut pas avoir 12 ans, ou l'histoire de Bénicia, et souhaiter cette vie-là. Non, il n'y a pas d'enfant à 10 ans, 12 ans qui veut aller dans la rue, qui veut aller faire la pagaille. Non, je pense qu'un enfant, il a envie de jouer, il a envie d'apprendre, et il a besoin qu'il y ait des adultes autour de lui pour lui apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mettre des limites. Donc c'est un travail. Et peut-être que parfois on néglige le travail que ça représente en tant que parent. On a le travail de la journée, et puis quand on rentre le soir, s'occuper de ses enfants. On n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Et je pense qu'il faut qu'on reconsidérer un peu ça. Ce travail-là des enfants, il est plus important que le travail qu'on a dans la journée, si je peux dire. On va donc prendre une question qui était normalement destinée à la police, mais à cause des raisons certainement du service, la police n'a pas pu participer ou répondre présent à cette invitation. Madame Jessica Mamouni, la police a souvent une mauvaise presse dans cette question des droits de l'enfant. Alors, que pouvez-vous dire? Quel est finalement le rôle de la police dans cette procédure, dans cette question? Alors déjà, j'ai envie de rappeler que je peux me permettre de répondre pour eux parce que vous savez que le parquet est étroitement lié à la force publique. Donc du coup, je peux répondre pour eux qui ne sont pas là aujourd'hui. À la base, on dit que les policiers ont pour mission de protéger les biens et les personnes les biens. Donc en réalité, ils ont cette mission de protéger, ils ont cette mission de veiller justement à ce qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre social. Mais s'il faut parler de leur responsabilité par rapport aux enfants, on va aller sur deux aspects précis. Je vous en prie. Parce que nous avons tous ces enfants qui, j'ai envie de dire, qui sont sages, qui ont besoin donc d'être protégés par rapport à toutes sortes de violences qu'ils pourraient subir. Quand on a entendu le cas de Bénicia par exemple, nous savons qu'elle a été victime de viol. Donc forcément oui, la police a ce côté où ils doivent protéger, justement en tout cas engager des poursuites contre les personnes qui sont capables de faire ça à un enfant. Donc on va parler vraiment de cet aspect de protection, par rapport aux enfants. Tout à l'heure Raphaël a parlé de la responsabilité des parents. Oui, La loi 4 prévoit qu'on peut envisager des poursuites des parents qui se soustraient à toute partie de leurs obligations à l'égard de leurs enfants. En réalité, la police devrait être en avant-garde pour pouvoir engager ce genre de procédure aussi et nous les communiquer au parquet. Donc vous voyez qu'il y a cet aspect-là. Mais d'un autre côté, il y a ces enfants qui sont en conflit avec la loi. Parce que souvent, malheureusement, les enfants font plusieurs choses, commettent plusieurs infractions, crimes et délits, donc prévus et punis par la loi. Mais en réalité, on doit garder à l'esprit le fait que ces enfants, ce sont des enfants et donc on doit les juger, on doit les poursuivre, on doit dire le droit en tenant compte absolument de leur statut d'enfant, donc qui ont besoin d'être protégés. Ça veut dire que, vous voyez, dans les articles 73 à 85 de la loi 4, on prévoit notamment, pour commencer, les poursuites engagées par les polices, c'est-à-dire le respect de la garde à vue, vous savez, entendre l'enfant sous procès verbal en présence d'une assistante sociale ou d'un parent, respecter le droit de l'enfant à avoir un avocat. Donc voilà en fait les aspects de la police aussi qui doivent être pris en compte dans leur exercice, en fait dans l'exercice de leur fonction. Alors permettez que j'enchaîne, Madame Jessica. Nous venons tous de suivre le témoignage de Bénicia. On a constaté ou on constate déjà que les parents ont manqué à ce rôle-là. Mais est-ce qu'il y a au niveau du tribunal pour enfants des sanctions prévues pour de tels parents? Oui, tout à l'heure je vous citais la loi 4, son article 110, je crois que je vous l'ai déjà dit à Lux TV, c'est un de mes articles préférés de cette loi, parce que justement cet article prévoit une peine d'amende qui part de 60 000 à 420 000 francs CFA. Une peine d'amende? Oui, pour les parents qui se soustraient à toute partie de leurs obligations à l'égard de l'enfant, comme ça a été le cas pour Bénicia. Mais on précise aussi qu'en cas de récidive, ça veut dire que voilà, déjà dans un premier cas, on engage la procédure et on a une peine d'amende. Mais si ça ne se répare pas, nous avons entendu qu'elle a passé au moins 2 ans à l'extérieur. En cas de récidive, la peine part de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Alors oui, on a des sanctions. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, et les policiers et nous, au parquet, devrions être en avant-garde pour engager ce genre de poursuite. Et je dis toujours que quand nous allons commencer à condamner des parents comme ça,
peut-être que ça servira d'exemple à d'autres. Certainement. Madame Oko, à votre niveau, directrice départementale des affaires sociales, quel est le rôle des affaires sociales aux côtés des enfants, aux côtés de cette question, à côté de cette question des droits de l'enfant? Merci Madame la journaliste. Je vais citer la politique nationale de l'action sociale. Allez-y. À la page 30, c'est l'axe qui parle de la protection sociale non contributive, productive et toutes les interventions sociales d'aide à la personne. Alors, que dit cet article, ce point 30, excusez-moi, je vais y aller. Voilà. Protection de l'enfant. Les actions dans ce domaine s'inspirent des droits de la protection qui sont inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant, donc la CDE, et la Charte africaine du droit et du bien-être de l'enfant, ainsi que leurs principes de base portant sur la non-discrimination, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, sa participation à la prise de décision sur les problèmes qui le concernent et la reconnaissance du rôle privilégié de la famille comme lieu d'épanouissement de l'enfant, son placement en institution devant être vu à l'exception bien sûr, et pour un moment donné, donc temporaire. Alors, la politique nationale, en plus de ce qui vient d'être dit, s'intègre dans l'approche tracée dans le cadre stratégique pour le renforcement du système national de protection de l'enfant en République du Congo. Comme cadre de référence de son travail de protection de l'enfant. Donc, le cadre stratégique présente une approche systémique qui adresse les enjeux des droits de l'enfant de manière holistique et intégrée au niveau de l'enfant, la famille et la communauté, et qui met l'accent simultané sur la prévention, la promotion et la prise en charge. Voilà. Donc, le développement de la mise en place d'un système intégré de protection de l'enfant requiert tout d'abord le renforcement du cadre juridique, notamment l'adoption des textes d'application de la loi portant protection de l'enfant en République du Congo. Nous savons que nous avons la loi, Monsieur le Dédé l'a présenté tout à l'heure et a lu. Par contre, nous avons écouté l'histoire de Bénicia. Monsieur le Dédé a rappelé quels sont les droits qui ont été violés. Et les parents de Bénicia, je pense qu'ils sont dans la ville, ils sont présents. Les parents ont été démissionnaires, certes, mais que fait la loi par rapport à cette démission? C'est la question. On va y revenir, parce qu'il y a une question qui est prévue là. Voilà. On va faire le tour de table. Effectivement, je vais poursuivre donc toujours dans le cadre de la protection de l'enfant. Donc, le cadre stratégique prévoit la mise en place et la formation des membres d'un réseau de comités communautaires de protection de l'enfant. Ce cadre est déjà mis en place au niveau de Brazzaville et de la Lékoumou. À Pointe-Noire, on aurait dû le mettre en place début 2020, mais avec l'arrivée de la pandémie de la Covid, les choses ont été mises au frais. Et donc, on pense que d'ici là, ça va être relancé. C'est pour dire aussi que dans le cadre toujours de la protection de l'enfant, pour parler du rôle, je l'ai dit, nous sommes dans la promotion, dans la protection et la prise en charge. Mais beaucoup plus dans la promotion de droits à travers les sensibilisations sur la loi portant protection de l'enfant, mais aussi à travers les sensibilisations des structures de prise en charge de ces enfants-là, parce que une fois l'enfant en rue, l'enfant doit être normalement, comme dit le texte, la place de l'enfant, c'est dans sa famille. Mais si la famille est démissionnaire, on ne va pas forcer à l'enfant de rester dans un milieu qui ne lui convient plus par rapport à la promotion de ses droits. Et c'est là où intervient et entre en scène les structures d'accueil et d'hébergement les centres des d'hébergement enfants. et autres. Donc les centres d'hébergement. Mais le ministère des Affaires sociales a prévu des textes pour organiser et normaliser plutôt ces structures-là. Donc nous avons le décret numéro 2011-341 du 12 mai 2011 qui fixe les conditions et modalités de création
et d'ouverture des structures vous aurez privées. l'occasion de revenir sur la question, parce que là, il faut qu'on passe à la dernière question Ok, qui va merci. concerner donc tout le monde. C'est la question autour des moyens. Qu'est-ce qui est mis en place? Quelles sont les stratégies? Quels sont les moyens prévus pour faire en sorte que ces droits-là de l'enfant, évidemment, soient respectés? Alors, je vais commencer avec Monsieur Raphaël, le représentant du REIPER. Qu'est-ce qui se fait à votre niveau? Alors nous, à notre niveau, c'est donc une structure associative, le SAMU social, qui fait partie d'un réseau, le REIPER. Donc tout notre travail de plaidoyer se fait sous la bannière du REIPER. Donc on se dit toujours qu'en étant plusieurs, eh ben, on est plus fort. Donc nous, notre rôle, c'est déjà d'alerter les pouvoirs publics sur certaines réalités. Alerter les pouvoirs publics. Alerter les pouvoirs publics en signalant certaines situations qui sont problématiques et qui nécessitent une intervention de l'État. La deuxième chose, c'est la prise en charge, comme Madame Ladédé l'a évoqué, quand la situation pour les enfants n'est pas satisfaisante, de pouvoir leur proposer une alternative, donc avec des solutions d'hébergement et d'accompagnement pour un retour à la scolarité, pour un accompagnement psychologique sur les traumatismes qui ont été subis, etc. Et la dernière des choses, c'est comme j'en parlais, la sensibilisation grand public, de faire en sorte d'interpeller les parents directement en les renvoyant à leurs responsabilités, d'interpeller les agents hospitaliers, les agents des circonscriptions d'action sociale, les forces de l'ordre, d'essayer de sensibiliser tous ces acteurs qui peuvent être amenés à rencontrer les enfants sur la problématique de ces enfants en situation de rue et faire en sorte qu'ils appréhendent du mieux possible les raisons qui ont amené ces enfants dans la rue et qu'ils les comprennent pour pouvoir bien les prendre en charge. Mais parlons de l'accès aux soins, la prise en charge. Qu'est-ce qui se fait sur le tas? Est-ce que vous avez des partenaires? Comment ça se passe, évidemment? Alors sur la question de la prise en charge médicale, c'est un point délicat parce qu'on sait que la situation dans les hôpitaux à Pointe-Noire peut être problématique. Donc certains de ces enfants, quand ils vont se présenter spontanément dans les hôpitaux, ne sont pas reçus et ne vont pas être soignés. Donc ils vont passer par nous, ils vont passer par le REIPER. Et en étant accompagnés par le REIPER, ils vont pouvoir être pris en charge. Et notamment, donc on a un partenariat privilégié avec l'hôpital Assissé qui nous fait bénéficier des tarifs préférentiels pour ces enfants. Donc ces enfants, ils ont besoin de passer par nous. Juste au niveau de l'hôpital Assissé? Pour l'instant, c'est Assissé. On est en travail avec Angélie, mais ça n'a pas encore été concluant. Donc c'est principalement Assissé aujourd'hui. Alors, Madame Jessica, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui est prévu? Alors, je vais commencer par parler de la police. Je vous en prie, on a commencé avec la police. Comme je les représente un petit peu aujourd'hui. Alors, j'ai envie de féliciter le travail qui s'est fait au niveau de la police. Parce qu'honnêtement, on constate une réelle avancée dans leur façon de traiter les mineurs. Déjà, on constate que dans la plupart des commissariats de la ville, dans la plupart même des brigades de gendarmerie, il y a des brigades spéciales mœurs pour s'occuper donc de ces questions-là, des questions de mineurs et tout ça. La loi a prévu, donc, comme je disais tout à l'heure, un délai de garde à vue. Nous constatons qu'aujourd'hui, ils font énormément d'efforts pour respecter ces délais de garde à vue. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, il faut se le dire. Mais voilà, nous communiquons plus. Quand ils ont des difficultés, on en parle. Ils ont recours au parquet de la République et ça, c'est quelque chose de tout à fait positif. Alors, au niveau maintenant de... Permettez que je revienne un instant, Madame Jessica. Oui. Est-ce que ces enfants-là ont des cellules à eux quand ils sont placés en garde à vue? Comment ça se passe, la garde à vue? Non, effectivement, quand on regarde les textes de loi, comme je vous disais, après l'article 75-76 de la loi 4, on a prévu que les enfants doivent être effectivement dans des cellules distinctes. Nous n'en avons pas encore, il faut se le dire. Vous savez, on va parler même des conditions de détention. On peut se permettre de dire que même au niveau de la maison d'arrêt, c'est encore très compliqué parce que on est censé avoir en réalité un quartier spécial pour les mineurs. Pour enfants, oui. Voilà, pour qu'ils puissent s'épanouir. C'est ce qu'on disait. Autant ils subissent la répression par rapport aux actes qu'ils ont commis, mais autant ils sont dans un cadre où leurs droits sont respectés, où leur esprit continue à s'épanouir pour pouvoir être réinsérés dans la société. Nous n'en avons pas encore. Donc oui, nous avons du travail à faire, mais énormément de travail à faire pour cela. Vous savez que nous faisons le plaidoyer aux côtés du SAMU social, notamment depuis à peu près 3 ans, pour la réouverture des centres de réinsertion et de rééducation, justement, qui pourraient travailler avec eux parce que le travail est juste intense. Donc voilà, ça c'est quelque chose que nous allons continuer à faire jusqu'à ce que nous ayons enfin ces centres-là. Donc voilà, ça fait partie des choses que nous avons à faire.
Au niveau de la police, encore une fois, donc on va dire qu'ils font des efforts pour respecter les délais de garde à vue, pour communiquer, mais bon, voilà, la population se plaint encore. Il y a même un numéro d'urgence qui a été mis en place. Hein. Exactement. Et il fonctionne déjà ce numéro? En tout cas, les policiers nous font un bon retour. J'ai envie de dire peut-être que sur la question de l'enfance, ils font partie des enfants sages. Alors que voilà, nous avons encore énormément de choses à faire. Maintenant, quand on arrive à notre niveau, au niveau du parquet ou du tribunal pour enfants en général, ce qui est prévu, c'est qu'on dise le droit. Nous essayons de le dire en application des dispositions de la loi 4, de la Convention internationale relative aux droits des enfants de 89. On essaie de dire les choses. Maintenant, après, on revient encore sur ces conditions de détention qui sont difficiles. Pose problème. Voilà. Donc, du coup, il faut vraiment, mais vraiment qu'on continue à faire le plaidoyer pour obtenir cela. Comme on disait, les procédures contre les parents, il faut qu'on en fasse davantage, vraiment, mais on en est à cette étape, hein, de dire qu'il faut qu'on en fasse davantage pour pouvoir faire des exemples et éventuellement interpeller chaque parent pour qu'il soit plus responsable. Maximiser aussi la sensibilisation. Nous faisons de la sensibilisation. C'est pour cela, voilà, nous faisons énormément de sensibilisation et nous espérons que voilà, ça va porter du fruit. Mais en attendant, nous n'avons pas le choix, on continue et on fait ce qu'on peut, tout simplement. Certainement que ça va aboutir à quelque chose. Monsieur Aubin? Bon, nous, notre direction en tant que garante des droits et libertés au niveau local, alors nous avons comme vocation la vulgarisation des droits y afférents et la protection de ces mêmes droits. C'est quoi ça, vulgarisation? Donc c'est la promotion, comme l'a dit Madame la Dédas, et de l'autre, nous faisons de la protection de droits au cas où il y a atteinte ou une observation ou encore violation de ces droits. Alors, étant entendu que nous n'avons pas de compétences répressives, alors qu'est-ce que nous faisons? C'est de se saisir de la situation telle que nous a été présentée par l'usager ou bien le requérant, et puis mener une enquête si nécessité il y a, et orienter vers les services habilités. Alors, ce qui concerne le droit lié à l'enfance, en tout cas notre rempart, c'est le tribunal pour enfants. Voilà, nous nous limitons là, et voilà. On va redonner la parole à Madame Oko. Merci. Mais je vais emboîter le pas au DD et à Madame le procureur pour dire que comme eux et comme le SAMI social, nous œuvrons, je l'ai déjà dit, dans la promotion, la protection des droits de l'enfant. Mais toujours avec le respect des normes qui sont prescrites. Et donc, pour le placement des enfants, nous allons toujours au tribunal pour enfants, quand il s'agit des enfants exposés, donc des enfants trouvés dans les rues. Ces enfants-là, ils ont d'abord un rapport d'enquête sociale, une fiche technique, l'extrait de main courante de la police et un placement provisoire délivré par le juge près du tribunal pour enfants. Ce que nous faisons ne peut s'arrêter au niveau de nous. Nous travaillons aussi en partenariat, c'est là où je cite le REIPER à travers le SAMI social, donc avec les structures de la place. Au niveau public, nous avons une seule structure, c'est la pouponnière Jean Baba. Et à côté, nous avons les structures privées avec lesquelles nous travaillons, les orphelinats avec lesquels nous travaillons. Et donc, à côté du placement des enfants, il y a aussi l'accompagnement des structures en termes des normes. Nous avons la sensibilisation à faire sur les textes qui existent et qui présentent les conditions, n'est-ce pas, d'ouverture et d'installation des structures qui sont les orphelinats au niveau de la place. Mais nous vérifions aussi que ces conditions soient respectées et, n'est-ce pas, que ces structures également soient en ordre. Est-ce que ces structures sont suffisantes pour que, évidemment, ces enfants-là soient pris en charge? Parlons donc des centres d'hébergement. Merci. Moi, je pense que le souhait, l'idéal serait que, on l'a dit, la place de l'enfant, c'est la famille. Donc, on ne va pas se lamenter parce qu'il y a manque de structures. Au contraire, on devait souhaiter que ces structures, ce nombre de structures soit réduit et que chaque enfant soit dans sa famille. Réinséré, donc, voilà. La promotion qu'il y a à faire, c'est d'appeler, n'est-ce pas, les parents à garder en famille leurs enfants. Et c'est là où je vais parler de la répression. Il faut qu'on commence à réprimer
n'est-ce pas, ces parents-là. Ah, là, on va revenir sur Madame Jessica. Qui occasionnent la sortie des maisons de leurs enfants pour qu'on arrête le phénomène. C'est vrai qu'arrêter, ça va être un peu compliqué, mais on peut le réduire. Voilà. Donc, pour moi, le souhait, c'est pas qu'il y ait extension des structures, mais plutôt que celles qui sont là... Il y ait réduction, voilà, pour évidemment étouffer ou réduire le phénomène des enfants. Oui, c'est vrai qu'un côté, ça va occasionner un manque d'emploi. Mais en tout cas, que les enfants soient en famille. Que les enfants soient en famille. C'est le cadre idéal pour un bon épanouissement. Merci Madame Oko. Monsieur Raphaël, vous êtes l'organisateur principal. On vous laisse le mot de la fin. Merci à tous. Déjà, merci de la participation. Je rejoins complètement ce que Madame Ladédas vient de dire. On espère être au chômage un jour et qu'il n'y ait plus d'enfants. Et plus d'enfants dans la rue. Et peut-être juste un mot sur ce que Madame la procureure évoquait vis-à-vis de la police. Il faut savoir que nous, on travaille beaucoup avec les forces de l'ordre. On a notamment réussi à tisser des liens très forts. Et aujourd'hui, quand il y a des enfants qui sont abandonnés, qui sont amenés dans les commissariats, ils ont maintenant le réflexe de nous appeler pour éviter que l'enfant passe une nuit dans des conditions de rétention qui ne sont pas souhaitables, parce qu'il n'a pas été incarcéré, il n'a pas commis de délit, c'est qu'il est égaré. Donc il nous appelle pour qu'on puisse venir chercher l'enfant et le mettre à l'abri, puis ensuite se rapprocher du juge pour enfants pour un placement. Donc c'est un exemple d'une bonne collaboration qu'on a avec les forces de l'ordre, et on souhaite qu'elle puisse se raffermir avec demeurer aussi. Hein. Exactement. Bénicia, ma chérie, un petit mot de ta part, un souhait au regard de tout ce qui venait d'être dit. On a besoin que bapanga munike na nganda ke baparents bakepe bawu e bazaba droit bawu yiki bana sosa parce que na quel sens yake na bayini ke bavoyou yake na yiki na bébé noir yake ve chouette bave yake ve volontaire bave mais que volontaire ba maman parce que ba melos bana nganda place ke va kukwenda wa mao zidi mbongo ni yina be bala kuna brake bapangi kuna yibaba mbongo abantu. Donc, on a besoin de sauver baou, bakatu baou na place bakili parce que va que na bien place in que ve choisir na bave parce que va le coup fois ba le nani ba le détruire na la police parce que la police peut que ba que na salak bien bave na babana ba que na salak bien na babana et la police peut ba ki mapanga kujaka pangi mbongo mais ba na salave na kubula sécurité na kubula bapana bon surtout ma maman et ma papa. Merci Bénicia, merci beaucoup. C'est la fin de notre tribune spéciale qui a porté sur la responsabilité des uns et des autres face au respect des droits de l'enfant. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie des programmes de Lux TV.